À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, nous allons poursuivre les travaux, les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029 ». Alors, cet après-midi, nous entendrons les organismes suivants: la Fédération des cégeps, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, la Fédération des chambres de commerce du Québec, le regroupement des groupes de parrainage et organismes au Québec et le Centre de réfugiés. Alors, bienvenue. Je vous invite à vous présenter et vous avez 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, ça va être une période d'échange. Alors, allez-y, la parole est à vous. La période et la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, ainsi que vos équipes qui vous accompagnent. Je vous remercie de nous donner l'occasion aujourd'hui de participer à ces consultations. Je représente donc aujourd'hui la Fédération des cégeps qui regroupe les 48 établissements publics d'enseignement collégial du Québec. Je suis accompagnée de Manon Couturier, directrice générale du cégep de Bécomo, et d'Annie-Claude Laflamme, présidente du Comité des affaires internationales de la Fédération des cégeps et directrice adjointe des études et de la vie étudiante du cégep de Jonquière. Donc, depuis près de 60 ans, les cégeps incarnent un modèle de réussite présent dans toutes les régions du Québec. Ils transmettent le savoir, la culture, la langue française. Ils sont des lieux d'apprentissage, mais aussi des ancrages régionaux essentiels. Les cégeps jouent ainsi un rôle central dans l'accueil, dans la francisation et dans la rétention des personnes immigrantes. Le commissaire à la langue française, M. Dubreuil, l'a d'ailleurs reconnu hier lors du dépôt de son rapport. Les cégeps se distinguent par l'intégrité et la rigueur de leur processus d'accueil et de sélection. Il a salué la qualité de leurs pratiques qui s'appuient sur des critères clairs et éthiques. C'est une reconnaissance importante parce qu'elle confirme ce que nous disons depuis des mois. Le recrutement international dans les cégeps est maîtrisé, transparent et responsable. Donc, pour qu'ils continuent de jouer leur rôle stratégique d'intégration et de transmission de notre culture, les politiques d'immigration doivent s'appuyer sur des règles claires, prévisibles et cohérentes. Les nombreux ajustements des derniers mois aux règles d'accueil des étudiants internationaux ont envoyé un message ambigu et ont fragilisé notre positionnement à l'international. Corriger la mauvaise presse du Québec à l'international devient aujourd'hui un défi majeur. Déjà, nous voyons les effets d'une perception qui s'étiole, confusion dans les réseaux partenaires, perte d'intérêt de la part des étudiants internationaux, alors même que la concurrence à l'international s'intensifie. Je porte à votre attention qu'une étude de Moody's publiée en juillet dernier souligne d'ailleurs que le Québec est désormais la province la plus restrictive au pays pour les étudiants internationaux. Avec les demandes d'admission dans nos cégeps qui ont chuté de 53 % pour l'automne 2025, c'est un enjeu de plus qui s'ajoute dans un réseau déjà sous pression, avec notamment un gel du recrutement et des coupes de 151 millions de dollars. Nous comprenons les objectifs du gouvernement, assurer la vitalité du français, renforcer l'identité québécoise et maintenir un équilibre démographique durable. Mais certaines mesures appliquées mur à mur risquent d'affaiblir et de nous éloigner de ces mêmes objectifs. C'est pourquoi nous voyons dans cet exercice de planification de l'immigration une occasion précieuse de corriger le tir. Aujourd'hui, nous formulons donc 3 recommandations pour garantir que les cégeps puissent continuer à jouer leur rôle stratégique pour le Québec. La Fédération recommande d'exempter les 48 cégeps de l'application des quotas de CAQ pour études, de rétablir l'admissibilité au permis de travail post-diplôme de tous les programmes offerts dans le réseau collégial public et finalement de ramener le programme de l'expérience québécoise, le fameux PEC, volet diplômé, sans modification dans les conditions d'admissibilité. Madame la Présidente, les cégeps recrutent à l'international de façon responsable, contrôlée et éthique. Cette démarche a été reconnue, appuyée et même, je vous dirais, sollicitée par le gouvernement du Québec. Les cégeps ne cherchent pas à accroître le nombre d'étudiants internationaux de façon importante. Ils priorisent les étudiants québécois et un recrutement modéré et équilibré qui enrichit les milieux d'apprentissage tout en assurant une mixité et des conditions d'intégration favorables. Ce recrutement ciblé assure la vitalité de programmes essentiels, notamment en région, des programmes souvent menacés faute d'une masse critique d'étudiants québécois. Il répond aussi aux besoins du marché du travail dans des secteurs dont plusieurs sont en pénurie, en formant une main-d'œuvre francophone, qualifiée et bien intégrée. Cette année, nous estimons que les étudiants internationaux représentent moins de 4,5 % de la population étudiante à temps plein du réseau.
Pourtant, les quotas de CAQ pénalisent les cégeps, alors qu'ils visaient des dérives observées ailleurs. Je tiens à le rappeler, les étudiants internationaux que nous accueillons dans les cégeps ne permettent pas de jouir d'un gain financier. Leur contribution est culturelle, sociale, économique, linguistique. Ils sont francophones et francophiles, et pour diplômer de la formation régulière, doivent réussir l'épreuve uniforme de français, prouvant ainsi leur maîtrise de notre langue. Ces étudiants sont tout ce que M. le ministre a déjà qualifié de personnes immigrantes idéales. Imposer des quotas au cégep, c'est se tromper de cible, c'est nuire à un réseau allié du gouvernement. D'autant plus que la répartition actuelle est inéquitable. 1/3 des quotas a été accordé au réseau public et 2/3 au réseau privé. 3 collèges privés à eux seuls reçoivent plus de places que l'ensemble des 48 cégeps. Et en formation continue, l'écart est encore plus flagrant, 11 % pour le réseau public et 89 % pour le réseau privé. Comme je vous l'ai dit, ces quotas menacent directement des programmes essentiels qui permettent de répondre aux besoins urgents du marché du travail. Au cégep de Thetford, des programmes comme informatique et soins infirmiers sont fragilisés. Au cégep de Bécomo, sans une dizaine d'étudiants français, technologie forestière ne démarre pas. Au cégep de Matane, les quotas menacent 25 ans de rayonnement international. Et ce ne sont que quelques exemples. Ailleurs, les impacts se traduisent en perte de programme, en atteinte à la réputation, en lourdes charges administratives et humaines. Notre demande d'exemption n'est donc pas un privilège, mais une reconnaissance du rôle particulier des cégeps pour l'identité québécoise et le développement régional. En second lieu, la Fédération des cégeps recommande de rétablir l'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour tous les programmes du réseau collégial public. Ici encore, les cégeps sont mêlés à un problème d'intégrité des programmes d'immigration dont ils ne sont pas responsables. Dans ce cas-ci, ces problèmes ont été détectés par le gouvernement fédéral dans des établissements majoritairement situés en Ontario et non pas dans nos cégeps. La liste des programmes d'études maintenant admissibles au permis de travail post-diplôme découle d'analyses au fédéral, fondées sur des besoins fédéraux, mais qui ne répondent pas au contexte québécois ni à celui des régions. Concrètement, ça signifie que le gouvernement fédéral décide lesquels de nos étudiants auront le droit de rester travailler au Québec après leurs études. Résultat, plus de 55 programmes techniques sur 112 pourraient ne pas être admissibles au permis de travail post-diplôme, alors que le Québec manque de main-d'œuvre dans plusieurs de ces secteurs. Pourtant, près de 90 % des diplômés internationaux des cégeps occupent un emploi 3 ans après leurs études, un taux supérieur à la moyenne canadienne. Ces jeunes, formés, je le répète, en français, intégrés à nos communautés et prêts à contribuer au Québec, nous les perdons pour des raisons purement administratives. Le permis de travail post-diplôme fait partie du programme de mobilité internationale pour lequel Québec envisage de demander une réduction de 50 % au fédéral. Nous recommandons ici au gouvernement d'adopter une approche prudente et fondée sur des données sectorielles et régionales avant toute réduction afin d'éviter des effets indésirables. Enfin, nous recommandons le maintien du programme de l'expérience québécoise volet diplômé. Le PEC, volet diplômé, est un outil stratégique. Il est simple, il est efficace, il fait l'unanimité en enseignement supérieur. Il contribue surtout directement à l'établissement durable de jeunes francophones formés au Québec. Chaque modification récente a semé la confusion et freiné l'attractivité du Québec. Suspendre ce programme serait une erreur. Le PEC doit demeurer tel qu'il est, une voie claire, crédible et prévisible vers la résidence permanente pour ceux et celles qui ont prouvé leur attachement au Québec en y étudiant, en français et en y vivant plusieurs années. Chers membres de la Commission, les défis sont nombreux et la baisse des étudiants et des étudiantes internationaux s'ajoute à une série de décisions qui fragilisaient déjà le réseau des cégeps. Accueillir des étudiants venus d'ailleurs et favoriser la mobilité des nôtres, c'est élargir nos réseaux, stimuler notre économie et renforcer le rayonnement et l'identité francophone du Québec. Les cégeps sont au cœur de cette dynamique. Miser sur eux, c'est investir dans l'intégration réussie et dans un rayonnement durable. Le Québec doit demeurer un territoire qui attire, qui forme et qui retient, un territoire prévisible et cohérent en matière d'immigration. La Fédération des cégeps est prête à contribuer à des politiques publiques équilibrées, prévisibles et durables. Voilà pourquoi nous vous invitons à considérer nos recommandations. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, on va procéder aux périodes d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour une période de 16 minutes 30 secondes. Merci bien. Merci pour votre présentation, très étoffée. Merci au Cégep de participer à l'effort de francisation comme vous le faites aussi, comme partenaire privilégié
de Francisation Québec. On apprécie beaucoup votre collaboration puis l'effort que vous faites, notamment dans ce secteur-là, mais pas seulement. Pour ce qui est des étudiants étrangers, vous voulez une approche prudente, vous voulez, je dirais, poursuivre ce que vous faites ou ce que vous faisiez avant la loi 74, mais je sens une nuance entre les cégeps puis les cégeps privés ou les collèges privés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Tout d'abord, vous me permettrez de souligner que tous les cégeps sont publics. Les 48 cégeps sont publics. Je le mentionne pas pour vous reprendre, évidemment, mais parce que c'est une faute commune qu'on entend souvent. Ouais. Donc, ça me permet de corriger pour les gens qui nous entendent. Je vous dirais, écoutez, je ne veux pas faire le procès de qui que ce soit, mais nous avons eu des échanges dans le cadre du projet de loi 74, effectivement, en amont de ce projet-là à l'automne dernier. Puis on a eu l'occasion d'avoir quelques échanges aussi entre-temps. La situation n'est pas la même au niveau du recrutement qui a été fait. Vous serez à même de constater plusieurs données qui sont dans le mémoire qu'on vous invite évidemment à consulter si ce n'est pas déjà fait, qui démontrent la progression qu'il y a eu aussi au niveau des cégeps où le recrutement international s'est fait particulièrement pour répondre notamment à des appels du gouvernement pour des réponses, par exemple, à des programmes de main-d'œuvre très, très spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on nomme le fait que c'est un recrutement qui est très contrôlé, qui est très responsable aussi, tant au niveau de l'accueil qu'au niveau de l'intégration de ces étudiants, très contrôlé aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on était sous l'impression, effectivement, dans les échanges qu'on avait eus et dans les déclarations qui avaient été faites publiquement tant par vous que par le premier ministre, que les cégeps ne seraient pas touchés par les quotas, ne seraient pas touchés par le projet de loi 74, ce qui finalement n'a pas été le cas. Ce qui finalement a été le cas, je devrais dire. Et malheureusement, ça crée une situation qui est très difficile pour plusieurs cégeps d'avoir une restriction au niveau du recrutement à l'international. Et je souligne que Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue française, hier a été quand même assez éloquent. Il est allé visiter directement sur le terrain plusieurs cégeps, un peu plus d'une dizaine de cégeps. Et ses recommandations hier étaient quand même assez limpides au niveau des quotas, à savoir que minimalement, il fallait les augmenter par rapport au nombre actuel. Donc, je vous dirais que, premièrement, la démonstration a été faite qu'il n'y a pas eu d'abus, qu'il n'y a pas eu du recrutement massif, que c'est très chirurgical la façon dont le recrutement est fait dans les cégeps. Mais non seulement, effectivement, ça nous restreint au niveau de ce recrutement-là, avec toutes sortes de difficultés, je me permets de les nommer, où, par exemple, les renouvellements, je ne veux pas être trop technique, mais vous savez, les renouvellements de CAQ doivent être intégrés dans ces nombres-là, alors que ça vient créer un enjeu au niveau de la prévisibilité parce qu'on ne sait pas nécessairement quand un CAQ devra ou ne devra pas être renouvelé, le nombre qu'on doit garder. Donc, ça amène toutes sortes de difficultés pour permettre justement ce recrutement. Merci. Vous nous parlez du programme du PEC diplômé, le programme d'expérience québécoise. Vous semblez le privilégier par rapport au PSTQ, le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui, lui, peut donner beaucoup de points pour les diplômes du Québec, pour la connaissance du français, pour les études réalisées en région, et qui implique une expérience de travail. Je comprends, puis vous me l'expliquerez, que l'idée de donner la résidence à la diplomation est un incitatif important pour attirer des étudiants. Mais est-ce que c'est pas normal pour un État de dire, bien, je vais m'assurer que la personne occupe un emploi, puis d'attendre un peu, de lui donner ce permis de travail post-diplôme, de lui permettre de voir là, si elle s'intègre au marché du travail, puis après ça, de dire, parfait, tu as des points pour la diplomation, tu as des points pour la régionalisation, et tu as une expérience de travail, et donc voici, on régularise là, cet immigrant, ou plutôt on lui donne la permanence. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir l'expérience de travail? Est-ce que c'est pas normal pour un État de vouloir ça? C'est une question fort pertinente que vous posez. Nous, notre point de vue, c'est que le PEC volet diplômé est justement un outil qui fonctionne bien en termes de
que ce soit en termes d'attractivité. C'est une voie qui est claire, qui est limpide, qui permet justement d'avoir un effet d'attractivité. Je pense notamment à nos étudiants qui sont, par exemple, dans des techniques. Donc, c'est une dynamique qui est quand même assez différente aussi de peut-être d'autres réseaux. Dans notre cas, la démonstration, elle est faite que ça fonctionne bien. Donc, c'est la raison pour laquelle on plaide pour le maintien, justement, du PEC là, dans sa forme actuelle. Est-ce que je peux... Bien sûr. Oui. Si je peux ajouter quelque chose, on a aussi le programme de sélection, en fait, qui reste un programme de sélection. Donc, les étudiants vont être invités à déposer ou pas une demande de sélection par la suite. Ce qui nous plaît du PEC, c'est une voie directe vers le CSQ. Et on vient cibler une clientèle qui est directement celle qui est encouragée. Donc, une immigration, comme le disait Mme Montpetit, qui va être francophone, formée, compétente aussi et qui va être déjà intégrée dans la société québécoise. Suite à 3 ans de DEC technique dans nos cégeps, les étudiants et les travailleurs, les nouveaux travailleurs, savent comment nos entreprises fonctionnent, ont déjà, suite à leur stage, souvent des demandes et des propositions d'emploi. Et le PSQ aussi, ensuite, s'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas, par exemple, de permis de travail post-diplôme, ils ne pourront jamais prouver qu'ils ont travaillé et ensuite avoir accès à ce permis de travail. Donc, c'est la distinction qu'on voulait faire. Je comprends que vous appréciez le fait que ça soit automatique comme on l'avait avant. Juste une petite nuance avant de céder la parole, puis j'ai des collègues qui veulent poursuivre avec vous. Pour les cégeps, et je comprends qu'on n'a pas besoin de dire cégep public, les cégeps sont publics, vous avez bien raison de le souligner. La baisse des CAQ, des quotas, est essentiellement attribuable aux programmes très courts, les attestations d'études collégiales. Ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas fait ça, ces quotas-là, ces baisses-là, cette reprise de contrôle-là dans les préuniversitaires ou les techniques, particulièrement en région. Mais les attestations d'études collégiales, on a voulu se questionner parce que ce qu'on comprend, c'est des études qui sont très, très courtes pour donner ensuite la résidence à des personnes. Mais je suis ouvert à continuer à discuter, puis je vais permettre mes collègues de poursuivre les échanges avec vous. Je vous remercie. Je peux dire un mot, mais je vais laisser mes collègues poursuivre. Oui, Madame la députée de Vimont, la parole est à vous. Oh, si vous me permettez, Madame la Présidente, peut-être que ma collègue avait quelque chose à ajouter sur les CAQ, peut-être pour l'imaginer concrètement sur le terrain. Merci, pardon. Bien, en fait, la reprise de contrôle, puis j'ai le goût, malgré le respect, j'ai le goût de la remettre en question, en ce sens qu'il n'y avait pas eu de perte de contrôle au niveau du recrutement dans les cégeps publics. Donc, cette baisse-là, elle vient un peu rendre plus difficile un recrutement qui était déjà pas facile. On s'entend, pour convaincre quelqu'un de venir étudier à Bécomo, ça prend une grande qualité d'intervention de notre côté. Et il y a un message qui vient d'au-dessus de notre tête qui vient un peu dire, bien, cette grande qualité-là d'intervention, elle n'a pas eu de poids. Donc, cet impact-là, il est notable. C'est l'imprévisibilité aussi. C'est plus dans l'imprévisibilité que ça rend les choses difficiles. Et même pour les AEC, lorsqu'on a des gens issus de l'international qui viennent travailler chez nous, qui sont des travailleurs et qui ont besoin de se former, bien, les AEC pourraient venir contribuer justement à faciliter leur intégration au Québec, ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas un nombre d'AEC suffisant, parce qu'on s'est fié au passé. Mais en tout cas, depuis que je suis gestionnaire, le passé n'est pas toujours garant de l'avenir. Fait qu'il y a un danger de se baser sur des données passées pour prévoir l'avenir. Donc, puis dans un milieu où les gens sont peu scolarisés, là, on se le cachera pas, la Côte-Nord, c'est un milieu qui est en dévitalisation puis qui est peu scolarisé, mais de favoriser qu'il y ait plus de gens scolarisés et que les études supérieures soient un peu avantagées dans un processus d'immigration, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en considération. Merci. C'est un complément d'information. Madame la députée de Vimont. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames. Merci d'être présentes. C'est bien toujours d'avoir en présentiel aussi des gens. C'est plus vivant, disons. Je voudrais revenir, si vous... il me reste combien de temps? Il reste 7 minutes, 11 secondes. Parfait, excellent. OK. Francisation. En pages 10 et 11, vous mentionnez l'importance de maintenir, accroître la place des cégeps dans l'écosystème de la francisation. Francisation Québec a instauré des lieux avec des lieux de concertation avec ses partenaires. Niveau service aux individus, c'est une vingtaine de cégeps donc, qui collaborent aussi, dont plusieurs en région. Donc, j'imagine que vous faites partie des régions, comme on l'a mentionné.
On parle en 2024-2025, c'est quand même une donnée intéressante. Les cégeps ont accueilli près de 17 % de la clientèle de francisation Québec, soit environ 15 000 personnes. C'est quand même un chiffre intéressant. Il y a eu des contrats de service aussi. De quelle façon vous aimeriez que ça soit encore plus, davantage exploité, disons, votre demande? De quelle façon? Parce que vous semblez vouloir un peu plus peut-être de services, ou c'est quoi exactement ce que vous aimeriez avoir de plus pour vous aider? Bien, c'est sûr que je vous dirais que dans le mémoire, l'aspect francisation auquel on faisait référence, c'était surtout pour justement dans le cadre des étudiants internationaux, du fait que puis je répondrai à votre question également plus largement, mais sur le fait que le réseau collégial, les cégeps comme tels, permettent d'avoir un socle de culture qui est commun aussi au niveau de la formation générale, permettent d'avoir des cours de français, il y a les profs uniformes de français. C'est en ce sens-là qu'on parlait du rôle important que jouent les cégeps, en fait, pour accueillir des étudiants internationaux, les former, les diplômer aussi dans un contexte où la francisation, le français est mis de l'avant. Au niveau plus largement de la contribution à la francisation, effectivement, il y a de nombreux cégeps qui collaborent. On a travaillé avec M. le ministre, d'ailleurs, à même travailler encore davantage pour que le réseau collégial puisse contribuer. Puis ça, on est très fiers de le faire. Ça se fait dans toutes les régions, là, aussi dans les grands centres urbains et semi-urbains. C'est sûr qu'il y a certaines complexités, je vous dirais, au niveau, c'est plutôt administratif, par exemple, mais un des enjeux qu'on a qui nous rattrape très rapidement, vous nous avez certainement entendu aussi à la rentrée collégiale il y a quelques semaines sur le fait qu'à l'heure actuelle, on est dans l'année, en près de 60 ans d'existence, où il n'y aura jamais eu autant d'étudiants dans le réseau collégial, donc près de 195 000 étudiants. Donc, ça amène une certaine pression aussi sur les espaces, sur nos infrastructures, sur la disponibilité des locaux. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la francisation, ça demeure un défi. À chaque fois qu'on souhaite ajouter, que ce soit au niveau de la formation continue, au niveau de la requalification des travailleurs, par exemple, mais au niveau de la francisation, le défi demeure l'utilisation des espaces qui sont disponibles. Donc, vous nous avez entendu dans nos représentations sur les besoins qu'on a d'ajout d'espace, de nouvelles infrastructures, de maintien aussi de nos infrastructures actuelles. Ça fait partie des défis que l'on a là, au niveau de la francisation notamment. Là. Vous francisez aussi des travailleurs, des travailleuses en entreprise, des gens qui viennent suivre des cours de francisation à temps partiel. Est-ce que ça fait partie aussi de ce que vous offrez au niveau de la francisation? Est-ce que vous l'offrez? Bien, il y a toutes sortes de cours, effectivement, qui sont... Non, mais je parle des étudiants étrangers, mais ceux qui sont déjà là, qui ont besoin de se franciser, qui sont en entreprise, est-ce qu'il y a ce volet aussi que vous offrez? Bien, la francisation peut prendre différentes formes. Effectivement, ça peut être fait en collaboration avec des travailleurs dans certaines entreprises. Oui. Est-ce que vous avez bénéficié, je pense l'année dernière, la ministre de la Famille, qui était Suzanne Roy, avait instauré un projet pilote dans les cégeps pour accompagner souvent les parents de jeunes enfants, donc des services de garderie, etc., pour les soutenir, parce que l'enjeu était souvent d'avoir de la difficulté à suivre une formation parce que les enfants étaient jeunes. Est-ce que vous avez bénéficié de ce service-là? En fait, les services de francisation sont généralement offerts dans les centres de services scolaires. Les cégeps, nous, on peut donner un appui de par nos formations continues. Certains cégeps ont aussi, par exemple, des centres de formation en langue. Au cégep de Jonquière, par exemple, on a un centre linguistique qui va offrir des services sur mesure en francisation pour les entreprises. Mais la francisation en tant que telle est offerte là, chez nous par les centres de services scolaires. Quand on parle de francisation, en fait, on veut parler davantage d'un allié pour le développement puis la conservation de la langue française au Québec, parce qu'au cégep, comme le disait d'entrée de jeu Mme Montpetit, il y a quatre cours de français qui sont obligatoires pour tous nos étudiants, et ensuite, il y a l'épreuve uniforme de français qui doit être passée en fin de cursus scolaire. Il y a aussi un niveau minimum d'entrée de français, donc tous les étudiants internationaux qui arrivent dans nos cégeps doivent avoir un niveau minimal de français. Donc un B2
C2 ou C1. Donc, on n'a pas de francisation en tant que telle à faire à nos étudiants parce qu'ils arrivent déjà avec un niveau minimal. Sinon, ils ne peuvent pas avoir accès là, aux études, au programme régulier, en fait, dans nos cégeps. Outre la francisation, quels sont les services aussi que vous offrez aux étudiants étrangers? J'imagine qu'il y a plusieurs offres, oui, vos paniers de services. Oui, effectivement. En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on reçoit des étudiants internationaux dans nos cégeps de région. Je peux parler particulièrement pour ce que je connais, les cégeps hors des grands centres urbains. On a mis sur place toute une stratégie d'accueil, d'inclusion qui passe à la fois par la formation de nos enseignants sur la pédagogie interculturelle, par des conseillers à la vie étudiante qui vont les accueillir jusqu'à l'aéroport, les intégrer chez nous, travailler aussi sur nos jeunes Québécoises pour l'ouverture, l'interculturel. Donc, nos cégeps investissent énormément pour faire de cette expérience d'études-là une expérience de vie et pour former aussi des jeunes Québécois à une ouverture interculturelle par la venue de nos étudiants internationaux qui viennent étudier dans nos établissements. OK. Est-ce que vous pouvez peut-être davantage expliquer les autres services autour de l'étudiant? Parce que là, si je comprends, vous allez les chercher à l'aéroport, c'est ça? Oui. Il y a une prise en main, finalement, de l'étudiant? OK. Il y a une prise en charge complète et totale. Donc, on les amène jusque chez nous. Il y a une programmation d'accueil qui leur est offerte pendant une semaine jusqu'à 2 semaines où on leur apprend à apprendre au Québec aussi parce qu'on change de milieu d'éducation, de pédagogie, de façon de faire. Donc, on les prépare à intégrer là, les études au Québec. On leur offre aussi... Merci beaucoup. On va poursuivre les échanges avec le député de l'Acadie pour une période de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bon après-midi. Merci d'être là. Merci également pour le mémoire que vous avez produit à la Commission. C'est très apprécié. J'ai quelques questions pour vous. Dans votre mémoire, à la page 18, vous parlez des quotas de CAC. Alors, évidemment, pour les gens qui nous écoutent ici, ce n'est pas la CAC, c'est des quotas de CAC, dont des certificats d'acceptation Québec, c'est autre chose. Et vous dites, la mise en place de quotas par cégep et par type de programme est une ingérence dans l'autonomie des cégeps pour l'établissement de leurs priorités en matière de gestion et de leur offre éducative et d'attraction d'étudiants et d'étudiantes internationaux. Donc, ce que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer davantage, d'abord, avez-vous été consulté avant que ça rentre en place? Parce que je vous ai écouté attentivement, vous nous avez dit que la prévisibilité, c'est un élément effectivement très important dans le domaine de l'immigration. Est-ce que vous en avez assez de quotas et quel est l'impact de ça? Est-ce que ça pourrait, par exemple, mettre en péril une offre éducative dans certaines régions ou dans certains cégeps? Merci pour votre question, Monsieur le député. Les quotas de CAQ, quand ils ont commencé à être nommés, je dirais, par le gouvernement, l'objectif qui a été nommé publiquement, autant publiquement que dans les échanges qu'on a eus avec eux, c'était pour corriger des abus qu'on avait vus dans certains réseaux et qui n'est pas celui des cégeps, parce que vous avez toutes les données en main dans le mémoire qui démontrent à quel point, justement, c'est des recrutements au niveau des étudiants internationaux qui ont été faits dans les cégeps qui sont très, très, très ciblés. Il y a un premier décret, en effet, qui a été rendu public au mois de février, si ma mémoire est bonne, qui a dû être corrigé, justement, parce qu'il y avait certaines hérésies, certaines erreurs, parce qu'il n'y avait pas eu de consultation, justement, du réseau. Il y a un deuxième décret qui a été émis par la suite, mais c'est sûr que nous, on a toujours travaillé comme des partenaires avec le gouvernement en termes de recrutement d'étudiants internationaux, justement, comme je le nommais un peu plus tôt, pour répondre à des opérations main-d'œuvre, pour répondre vraiment à des besoins régionaux. Et c'est
c'est dans cette optique-là que nous, on souhaite continuer de travailler. Et quand vous faites référence à la question de l'autonomie, je nommais d'entrée de jeu tout à l'heure dans mon allocution de départ que les 48 cégeps ont été mis en place dans une perspective d'accessibilité à l'enseignement supérieur, mais aussi de développement économique, d'occupation du territoire. Ils ont cet ancrage-là régional qui est très, très fort, que ce soit avec les entreprises locales notamment. Et donc, le développement des programmes a un lien, est une réponse aussi justement à la fluctuation d'un marché qui peut changer. On le sait très bien, on en parle souvent, hein, à quel point la transition dans le marché du travail évolue rapidement. Donc, on souhaite conserver une autonomie puis une agilité aussi d'aller recruter dans certains programmes par rapport à d'autres. D'une année à l'autre, ça va changer. Et les quotas amènent des restrictions par rapport à cette agilité et à cette autonomie de répondre justement à des besoins locaux. Je laisserai ma collègue, je suis certaine qu'il peut aussi compléter aussi cette réponse-là avec une réalité bien propre à Bécomo dans son cas. Bien, en fait, j'aurais le goût de donner des chiffres pour essayer d'imager un peu les impacts que ça peut avoir. Puis là, je vais utiliser cette île. À cette île, ils ont eu 65 CAQ. Avec 65 CAQ, ils ont recruté 23 nouveaux, plus 12 renouvellements. Présentement, aujourd'hui, ils sont à 35, ça a l'air de bien aller. Mais là, on ne sait pas combien il va y avoir de gens qui vont demander des renouvellements entre maintenant et février 2026. Donc là, il faut se garder dans une boule de cristal pour dire combien je vais avoir de renouvellements. Historiquement, on en a autour de 6. Puis là, le MIFI a demandé, bien, peut-être qu'on aurait un 7 autres à ajouter, puis même un potentiel de 14 à ajouter. Donc, on est rendu avec 15 CAQ en recrutement. Mais on se rappelle qu'on a recruté 23 l'année passée. Donc, cette île part en recrutement avec un manque à gagner de CAQ. Là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Est-ce qu'ils disent à leurs étudiants qui ont besoin d'un renouvellement, attends un peu, demande-le juste après février 2026, demande-le juste en janvier pour qu'on puisse faire... Vous comprenez que cette gymnastique-là d'essayer de prévoir l'imprévisible, ça demande à des gens de faire du travail qui serait beaucoup plus utile à faire autre chose, nos registraires, que d'essayer de nous aider à deviner combien on va avoir de renouvellement. Donc, concrètement, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on essaie de deviner combien on va avoir besoin de gens pour renouveler et on part recruter avec... On ne le sait pas trop. Puis là, les données qu'on trouve sur le site, ce n'est pas exactement les données qu'on trouve dans notre registraire. Donc, c'est même très difficile de savoir exactement le portrait de nos CAQ restants. Donc, on est dans de l'administratif que je trouve un peu inutile quand on regarde la vraie mission des cégeps. La vraie mission des cégeps, c'est de favoriser l'apprentissage de la langue française, l'intégration au Québec, quand on parle d'immigration. Et là, on met beaucoup de temps pour quelque chose qui est imprévisible, puis si on avait une certaine latitude, on serait capable de tout simplement mettre nos registraires sur des tâches beaucoup plus utiles pour l'ensemble de notre cégep. Je vous remercie beaucoup pour cet exemple qui est très, très concret, puis qui explique bien, quant à moi, les défis que vous devez relever. Mais si je vous ai bien compris, alors là, c'est difficile d'évaluer le nombre exact. Donc, vous avez dit, vous ne savez pas si vous allez demander, par exemple, à des étudiants d'attendre ou de demander un renouvellement tout de suite. Mais je me mets à la place de l'étudiant qui reçoit cette nouvelle-là. Et ça doit être assez stressant. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, clairement que tout ce qu'on se dit là, c'est au niveau de stress de nos étudiants. Puis on sait que les cerveaux humains n'apprennent pas très bien sous stress. On regarde en neurosciences sur les données qu'on a, le stress, ça n'aide pas à l'apprentissage. Fait que c'est ça qu'on rajoute au niveau de stress. On les accompagne. Il faut dire qu'on les connaît tous par leur prénom. Là, nos équipes les connaissent, les accompagnent. Et je n'ai pas de contrôle sur le fait que l'étudiant ferait la demande quand même ou pas. Donc, on peut recommander des choses, mais on s'entend que souvent, ce sont des adultes qui vont faire leur démarche eux-mêmes parce qu'ils vont sur le site et ils font leur demande. Donc, on a très peu de contrôle là-dessus. Donc, il se pourrait qu'on ait des étudiants qui essaient... Puis là, encore une fois, là, on crée des ententes avec des lycées, on crée des partenariats de confiance. On a des jeunes qui pourraient arriver pour faire une demande de CAQ pour venir étudier chez nous, qui se ferait la réponse, mais il n'y a plus de place à Bécomo. Ah, tiens, je vais aller voir. Ah, la salle, il en reste tout plein, je vais aller à la salle. Donc, ce qui serait malheureux, c'est de finir par dire à des étudiants, bien, attends, un peu plus tard en février, tu pourras faire ta demande. On s'entend qu'à 17-18 ans, la patience, ce n'est pas notre grande qualité. Donc, on risque d'avoir des jeunes qui font des choix d'aller ailleurs que dans nos régions pour étudier. Puis c'est ça qui nous inquiète beaucoup depuis le début de ces quotas-là qui ont été nommés. Oui, si vous me permettez, Monsieur le député, d'ajouter, l'enjeu fondamental, c'est qu'une politique aussi doit répondre à un problème. Puis, ce qui a été, je pense, convenu par tous, c'est que le problème, il n'est pas dans les cégeps. Puis, je réfère encore au commissaire à la langue française hier, qui a été très élogieux
du réseau des cégeps, sur l'intégrité justement de nos processus de recrutement, de nos processus d'accueil, de nos processus d'accompagnement, sur le fait qu'on devrait même avoir une marge de manœuvre supplémentaire pour recruter des étudiants internationaux parce que justement, on les forme dans des contextes de mixité, dans des contextes francophones. Le fait de mettre des quotas dans un réseau justement qui assure une occupation du territoire, un développement économique régional, c'est un frein en ce sens-là. Donc, on s'éloigne même des objectifs primaires qui sont recherchés par ces politiques. Donc, le mur à mur, une mesure paramétrique pour l'ensemble des réseaux, dans ce cas-ci, elle vient freiner certaines régions qui sont en dévitalisation ou à risque de dévitalisation de recruter. Et la réponse qu'on entend à l'heure actuelle, c'est oui, mais les quotas de certains cégeps, par exemple, n'ont pas été complétés, n'ont pas été remplis. Et ça, je ne veux pas rentrer nécessairement dans la technicalité, mais il y a toutes sortes de raisons. Un, il y a le fait que la réputation du Québec a été mise à mal. On le voit très bien, nous, dans nos échanges avec les partenaires, de voir qu'il y a une diminution, je vous le nommais, 53 % de moins de demandes d'admission en un an. Mais le projet de loi 74, c'est pas juste les réformes du Québec, celles du fédéral ont aussi nuit à la réputation de l'accueil du Canada et du Québec. Mais c'est sûr que la question du projet de loi 74 est venue aussi causer problème, la suspension du PEC notamment aussi, mais aussi toute la façon dont ça a été appliqué au niveau du calendrier. Le calcul a débuté alors que des quotas de CAQ, certains avaient déjà été donnés. Donc, le chiffre n'est pas nécessairement juste de ce qui est disponible. Donc, c'est pour ça que M. Dubreuil, hier, quand il réitérait le fait qu'il faut donner une marge de manœuvre supplémentaire au cégep, on ne peut que convenir qu'il a vu juste sur ce qui se passe sur le terrain et sur les besoins qui sont présents. Parce que ma compréhension, c'est que quand les mesures sont arrivées, vous êtes toujours en mouvement, vous travaillez tout le temps. Il y a toujours des étudiants qui arrivent, qui partent. Vous aviez déjà des CAQ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un minimum de prévisibilité, d'avertissement, de consultation aurait rendu la tâche plus facile pour tout le monde? Bien, c'est que les décrets, vous savez, nous, les admissions se font autour du mois de mars. Donc, on était déjà en plein processus, en fait, quand le décret est tombé. Puis, pour quelqu'un qui est dans un processus d'immigration, ça peut prendre jusqu'à 18 mois entre les démarches qu'on va faire, un cégep va faire, qu'un étudiant va faire, qu'on va faire comme fédération. On parlait tout à l'heure des mesures d'accueil, mais parfois, on va les rencontrer en amont pour leur expliquer un peu le contexte. Mais ça peut prendre 12-18 mois d'entamer ce genre de démarche-là aussi pour venir étudier au Québec. Donc, d'où l'importance de mettre effectivement des conditions qui sont prévisibles. Et un décret qui arrive dans un calendrier où les admissions sont en cours, c'est sûr que ça complique drôlement la vie. Je comprends. Oui, bien sûr. Nos équipes, en fait, en recrutement international, sont sur le terrain à partir du début septembre. Donc, ils sont déjà en train d'aller rencontrer nos partenaires, les lycées en France, certaines IUT, pour venir présenter nos programmes d'études au Québec, venir leur dire, en fait, que le Québec est ouvert et heureux d'accueillir des étudiants internationaux. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'an dernier, à partir du 26 février, on nous a imposé ce quota-là qui faisait en sorte, en fait, qu'on doit planifier notre quota sur 2 ans. Parce qu'on a, oui, les efforts de recrutement qui se font en début d'année. Ceux qui, à partir du 26 février, déposent une demande pour rentrer à l'automne prochain. Et ceux aussi qui planifient, veut dire, nous, on commence à recevoir des admissions d'étudiants à partir du 1er octobre. Donc, à partir du 1er octobre, nous, ce n'est pas notre rentrée présente, mais vraiment celle de 2026 qu'on commence à combler. Donc, ces quotas-là qu'on doit en fait planifier sur 2 ans sur notre recrutement et en plus sur nos renouvellements. Et comme on le disait d'entrée de jeu, un renouvellement de CAQ, ce n'est pas prévisible. C'est un étudiant qui va avoir eu des embûches dans son parcours scolaire et qui devra demander une année de plus. Vous avez fait référence à la France. La France, c'est un partenaire privilégié du Québec. On connaît l'importance du français, notre langue commune. Ces mesures-là, est-ce que ça a eu un impact sur la réputation du Québec en France? Oui. Oui, absolument. On a eu des échanges, que ce soit avec
C'est le délégué du Québec à Paris, avec nos partenaires, avec l'île de la Réunion, avec le délégué du Québec à Bruxelles aussi. C'est tous des gens qui pourront témoigner à quel point la réputation du Québec est mise à mal. On l'a vu au niveau des admissions, comme je le nommais, qui sont en baisse de façon dramatique. Et il y aura un travail, tu sais, ça prend la classique phrase qui dit « ça prend 20 ans construire une réputation, puis 5 minutes pour la détruire ». Merci. Alors, je m'excuse de vous interrompre. On va poursuivre les discussions avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous avez 4 minutes, 8 secondes. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci encore une fois de votre belle présentation. On se souvient justement qu'on s'était vu au projet de loi 74. Puis là, tout ça est très intrinsèquement relié, là, les quotas, les CAQ, etc. Je regarde votre recommandation 7, parce que le député de l'Acadie et moi, on avait passé quand même beaucoup de temps en consultation à essayer de nous assurer que le réseau, vous alliez être consulté sur les prochaines cibles, les prochains quotas. Et le ministre avait été en fait très rassurant en disant « oui, on consulte notre réseau est au cœur de nos discussions. Votre amendement, là, on n'a pas besoin de le voter parce que c'est intrinsèque. Évidemment qu'on consulte. » Et là, je vois votre recommandation 7 pour établir un processus de consultation obligatoire et structuré. J'ai l'impression que finalement, c'est pas ça qui s'est passé. J'aimerais ça vous entendre. Je vous dirais que en amont des 2 premiers décrets dont je vous parle au mois de février, effectivement, il n'y avait pas eu de consultation. À l'heure actuelle, il y a des échanges parce que il y a un nouveau décret. De ce qu'on comprend, il y a une intention de produire un nouveau décret. Donc, la collaboration, je vous dirais, est remise à l'ordre du jour. On l'a mis comme recommandation parce que, justement, on veut éviter ce qui s'est passé au mois de février puis au mois de mars, qui a demandé au gouvernement de réémettre un deuxième décret qui a compliqué la vie à tout le monde, qui a causé beaucoup de stress aux étudiants aussi dans la situation. Cela dit, je me permets quand même de le rementionner. On est un partenaire, on l'a démontré à plusieurs reprises. On continue de croire et de penser et d'avoir la certitude que mettre des quotas de CAQ dans les cégeps à l'heure actuelle, ce n'est pas nécessaire. C'est une contrainte, c'est une entrave justement au développement de programmes, c'est une entrave même à l'étude pour des étudiants du Québec parce que ça permet justement d'offrir des programmes pour des étudiants d'ici. Donc, la démonstration, elle a été faite et elle a été faite à plusieurs reprises et soulignée même qu'il n'y a pas eu d'enjeu au niveau des cégeps et que c'est bien fait. Donc, la confiance passerait par ne pas en mettre et nous exempter de cette mesure. Je vais vous souhaiter que la 3e fois soit la bonne. J'aurais préféré que vous l'ayez eu du premier coup en consultation. Recommandation 11. Ça m'a surpris le choix des mots. Maintenir le PEC diplômé. Comme si on n'était pas certain qu'il serait maintenu. Comme s'il y avait un doute que le programme par excellence au Québec, celui qui régularise ses diplômés puis leur offre la résidence permanente, pourrait ne pas être maintenu. Le ministre nous parle beaucoup du PSTQ dans les consultations, mais rarement, là, on voit le PEC au centre de ses interventions. Est-ce que vous avez peur que le PEC disparaisse? Bien, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que l'on souligne, c'est que c'est un programme que l'on apprécie, qui fonctionne bien, qui est un facteur attractif et on souhaite effectivement qu'il soit maintenu sans modification, sans changement dans sa forme actuelle. C'est vraiment un programme qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien. Donc, d'où la raison de venir le souligner parce qu'il a quand même été suspendu. Donc, on se questionnait sur la suite, dans le fond, de ce programme et on souhaiterait qu'il soit maintenu. Vous nous parlez aussi de l'impact que ça a, ces instabilités-là, puis ces changements-là sur votre clientèle étudiante. Il y a eu peut-être quoi, vous êtes là depuis un certain temps, là, mais 5, 6, 7 réformes du PEC en autant d'années. Qu'est-ce que ça a comme impact, ça, sur vos étudiants? Bien, c'est l'ensemble des réformes. Hein. C'est près d'une dizaine de réformes autant au provincial qu'au fédéral. Là, je vais inclure les deux, que ce soit au niveau du PEC, que ce soit le projet de loi 74 avec justement les quotas. Ces réformes-là, dans le fond, elles viennent amener une incertitude et un désintérêt, je vous dirais, d'étudiants qui peuvent s'investir pendant près de 18 mois pour préparer justement une installation au Québec. Il y a de l'argent qui est en jeu nécessairement. On a vu aussi des visas, des permis de
d'études, justement, qui ont été émis avec retard au niveau du fédéral. Donc, tous ces éléments-là viennent certainement mettre à mal des projets d'études. Et le monde est vaste et large et il y a une compétition. Donc, on voit bien qu'il y a des étudiants qui font d'autres choix que venir ici. Là, on le constate dans les données, dans les chiffres, et ça, c'est très malheureux. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour votre contribution à nos travaux. Alors, je suspends quelques instants les travaux afin de permettre au prochain groupe de s'installer.